Radiovision. La croisière jaune sur les traces de Marco Polo. Une émission de Maxime Boudet. Du mois d'avril 1931 au mois de février 1932, une extraordinaire aventure passionne le monde. L'expédition Citroën Centrasie. Une quarantaine d'hommes et 14 autochenilles tentent d'établir une liaison entre la Méditerranée et la mer de Chine en suivant les traces de Marco Polo sur la route de la soie qu'empruntaient les antiques caravanes d'Orient. C'est la croisière jaune. Séparés en deux groupes, le groupe Pamir, parti de Beyrouth, et le groupe Chine, parti de Pékin, qui doivent se retrouver au Xinjiang, l'expédition va parcourir 12 000 kilomètres au prix d'une lutte de tous les instants. André Cécillon et Robert Conté, mécaniciens dans chacun des deux groupes, évoquent pour nous cette grande aventure que fut la croisière jaune. Qu'est-ce que c'était la croisière jaune? C'était, si vous voulez, la dernière étape de la trilogie lancée par Citroën. Alors nous avions un empire colonial à l'époque. Et de là est venue la première traversée du Sahara, 1922-1923. Après, il y a eu la croisière noire qui voyait une pénétration complète de l'Afrique. Et la croisière jaune? Et la croisière jaune avait été prévue de relier Beyrouth à Pékin. Alors il fallait reprendre la route de Marco Polo. De là, ça nous obligeait de partir de Beyrouth, franchir la Syrie, ensuite l'Irak, la Perse, ou l'Iran actuellement, l'Afghanistan, les Indes anglaises à ce moment-là, le Cachemire, et franchir l'Himalaya pour regagner la Chine par le Turkestan chinois. C'était à cette époque une très grande aventure. C'était l'exploration, la découverte, l'aventure par la force des choses pour y arriver. Les voitures étaient spécialement prévues pour faire ce voyage. C'est des voitures qui avaient fait leurs preuves dans des missions précédentes en Afrique, dans les neiges même. C'est ça, elles étaient équipées de chenilles. Oui, au lieu que la propulsion soit faite par des roues arrière, c'était une chenille qui se déroulait sur le sol. Des roues à l'avant, n'est-ce pas, des roues à l'avant, et le propulseur à chenille derrière, c'est-à-dire ça lui permettait de franchir à peu près tous les obstacles. Et ce rouleau, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce rouleau était un rouleau de franchissement. Le rouleau attaquait et faisait monter l'ensemble de la voiture avant que les roues reprennent sur le sol. C'était des voitures confortables. Confortables, si l'on peut dire. C'était des voitures qui étaient prévues pour une expédition. Et puis alors, tout avait été prévu pour les passagers qui puissent prendre des notes. Tout était à portée de la main là-dedans. Elles étaient peut-être pas très très confortables, mais très fonctionnelles. Alors, la remorque était un peu spéciale, parce que la remorque servait de mât pour la tente. À l'arrivée, à chaque étape, chacun se mettait à monter la tente. C'était pas tout à fait vrai, parce que le premier travail en arrivant au camp était de monter le mât de TSF. Et chacun y participait. Nous avions un mât télescopique qui faisait 30 mètres de haut. Et puis après, on montait les tentes. Et alors, nous sortions les bagages. Alors, il y avait nos lits. Les lits tenaient dans une boîte qui faisait 90 cm de long. Il y avait le lit proprement dit, avec ses pieds. Il y avait un matelas, une couverture, une toile imperméable pour couvrir dessus,
nous avions une moustiquaire et nous avions un capuchon pour la tête. André Cécillon, le 4 avril 1931, vous êtes parti de Beyrouth vers le Pamir, et là, il a fallu, dès le départ, traverser des déserts. Il a fallu franchir le désert de Syrie jusqu'en Irak. C'était des routes, c'est-à-dire des routes en terre, très poussiéreuses. Les pistes. La marche en caravane était pénible, hein, à cause de la poussière. Et il faisait chaud aussi. Ah, il faisait chaud. Alors là, nous avons emprunté la route qu'avait emprunté bien avant nous Darius Et Marco Polo. et Marco Polo. Et alors après Téhéran, nous avons accédé à la région des hauts plateaux sur la Perse, Meshed, qui est la deuxième ville sainte de l'islam. Il y a une mosquée interdite. C'est la route de l'Afghanistan. Ah, c'était la route de l'Afghanistan, où nous sommes entrés au poste d'Issam Calais. Et cette partie du parcours n'a présenté aucune difficulté. Non, non, parce que le matériel avait été éprouvé dans les déserts africains, tout ça. La chenille, c'était pas des sables même mouvants qui pouvaient ralentir sa progression. En Afghanistan, la première ville traversée, c'est Hérat. C'est le carrefour des routes de Perse et de l'Inde. Oui, c'est l'entrée pour la pénétration aux Indes, Hérat. C'est une ville fortifiée. Il y a un bazar sensationnel, une vie grouillante. Il fallait voir cela. Le bazar, c'est... Ah, le bazar, c'est le souk. Le souk est africain, le bazar est asiatique. En Afghanistan, il n'y avait plus de route. Ah ben, c'était des pistes poussiéreuses, des pistes plus ou moins larges. Il n'y avait pas de difficulté majeure au point de vue circulation, n'est-ce pas, sauf les rivières. L'Afghanistan est bordé au nord par l'Hindou-Kouch, la chaîne de l'Hindou-Kouch, qui est une prolongation de l'Himalaya. Et à l'époque où nous sommes passés, c'était la fonte des neiges qui alimentait ces torrents. Alors là, il fallait chercher les gués. C'est-à-dire qu'il fallait tirer les voitures dans l'eau, quoi. Ah oui, parce que la profondeur d'eau était trop grande. Lorsque la voiture était arrivée sur l'autre rive, immédiatement le mécanicien se mettait à vidanger son moteur, remettre la voiture en état, voir qu'il n'y ait plus de traces d'eau, faire le plein d'huile, et dès qu'il pouvait tourner, le passage des voitures suivantes se faisait en traction directe, en tirant avec des câbles. Et vous traversiez beaucoup de rivières comme ça. Nous avons traversé, je crois, 7 en une semaine. À votre entrée aux Indes, l'armée anglaise vous réservait une surprise. Lorsque nous avons franchi la frontière, nous avons d'abord découvert une route goudronnée, parallèle à une voie de chemin de fer. Et puis, je sais pas, quelques centaines de mètres après, on a découvert un plateau, qui était le col de la Khyber, avec les Écossais et leurs cornemuses, les Sikhs au garde à vous, les Gourkhas du Népal au garde à vous, et nous avons défilé devant ces gens-là. Et à partir de là, vous avez trouvé pratiquement des routes goudronnées. Jusqu'à Peshawar, parce que Peshawar se tenait les familles de tout l'état-major qui se trouvait à la Khyber Pass. C'était un peu le centre de l'état-major de l'armée des Indes du Nord, si vous voulez.
Mais au-delà de Peshawar, sur Srinagar, pour monter au Cachemire, c'était des routes étroites, c'était des routes empierrées, où il fallait se frayer un passage, tellement la circulation est grande. Alors, il y a une circulation lente de chariots attelés de vaches maigres. Et par cette route-là, nous sommes arrivés à Srinagar, Srinagar étant la capitale du Cachemire. Alors nous avons été reçus par le Maharaja, là. Sur ces routes, vous n'aviez aucune difficulté Aucune difficulté de circulation. Là où roule un char avec des bœufs, l'autochnie se trouve sur une autoroute, là. Hein. Alors nous sommes arrivés là-bas aussi, une autre difficulté en pleine mousson. Alors, ça pleut. La rivière était en crue, des inondations. Ça nous a retardé un peu dans nos préparatifs, ça. Les premières pentes de l'Himalaya, c'était à une vingtaine de kilomètres de Srinagar. À partir de Srinagar, commençaient les pentes de l'Himalaya. C'est l'ascension, alors. Ça a été l'aventure, alors, pendant 1 mois et demi, la grande aventure, des passages difficiles, des ponts à construire, et des bouts de rochers à faire sauter parce qu'il n'y avait pas la largeur, à aménager le chemin. Mais nous ne sommes partis qu'à 2 voitures. Nous avons abandonné les remorques. Alors, pour mettre le lit, nos valises, nous avons formé des caravanes de poneys. Les pistes devenaient de plus en plus étroites. C'est-à-dire uniquement des sentiers pour des poneys. Dans les virages, par exemple, la voiture se trouvait en une position épingle à cheveux. D'un côté, elle butait pour tourner, et de l'autre côté, elle pouvait pas manœuvrer parce que c'était le vide. Alors, nous montions la voiture sur cric, hein, et nous, en poussant, nous la faisions pivoter. On avait 10 centimètres pour manœuvrer à peu près. Le passage des ponts était une opération parfois délicate. C'est-à-dire que nous avions des ponts branlants. Lorsque un poney y passait, le pont se mettait à osciller. Et chaque fois que nous trouvions un pont branlant, nous étions obligés de décharger nos voitures. Et mieux est, nous avions déchargé les voitures, passé le matériel à la main, comme ça, avec des coulis, hein, et encore pas tous ensemble, hein, un par un. Parce qu'il fallait pas surcharger. Et pour passer la voiture, alors on avait une corde qu'on avait accrochée au volant, et puis les coulis tiraient, et puis nous, on dirigeait le volant comme ça, à la corde. Et il n'y avait personne dans la voiture. Ah, il n'y avait personne dans la voiture. Et puis le pont, il se tortillait. Et pour passer le col du Bourzil, vous avez trouvé la neige. Ah, au fur et à mesure que nous montions, c'était la neige. Et pour monter, à partir de là, nous avons même dû changer une culasse à chaque voiture pour compenser les pertes de puissance en altitude. Au point de vue pente, alors ça montait très très bien. La seule chose qui nous gênait, c'était la marche en dévers. Et dans la neige, on creusait un petit sillon pour abaisser la roue qui se trouvait sur la partie élevée du dévers. Mais alors, en arrivant au sommet, c'était plus facile parce que c'était très élargi à l'endroit du col, et nous avons franchi le col du Bourzil, et il y avait tout de même en haut encore 3 ou 4 mètres de neige. Et les chenilles se sont bien comportées. Ah, au point de vue avancement, ça allait bien. D'ailleurs, nous avons mis une petite journée pour monter le col du Bourzil depuis 2005 à 4002, en changeant une culasse encore.
Et c'est dans la descente que vous avez connu votre plus grande émotion. Oui, c'était un passage qui était difficile, au pied de cette petite montée en corniche. Alors, comme toujours, ça nous arrivait quand même 10 fois dans la journée, et on avait dit, ce sera juste, mais ça passera. On avait abattu toutes les pierres qui dépassaient toute la roche. Alors, je pars, et je montais progressivement. Tout d'un coup, je sens la voiture qui bascule, et puis j'entends brrr. J'ai arrêté immédiatement. J'aime autant vous dire que je voyais la voiture, elle était pas d'aplomb, hein. Alors je me suis mis côté rocher, alors que j'étais côté vide, et je suis descendu en douceur. Pareil que j'ai pas lu. La piste s'est effondrée sous Ah la oui, la chenille. piste était effondrée. Il a fallu tout de même 5 bonnes heures pour tirer ça. Et à un moment donné, les voitures ne passaient plus. Absolument, absolument. Le terrain était un terrain de moraine, si vous voulez. Alors, il y avait un sentier de rien du tout. Il y en avait peut-être 50 mètres. Mais c'était du terrain de moraine, c'était de la terre, tout ça. Ça pouvait pas tenir. Alors, on a démonté les voitures une par une. Et à 4, ils portaient le châssis. Mais c'était pas commode à avancer. Et quand tout est arrivé, on s'est remis à remonter les voitures. Et puis c'est reparti. Et ainsi, vous êtes arrivé jusqu'à Gilgit. Oui, Hart a appris que le groupe Point en Chine était retenu prisonnier à Urumqi. Alors, le patron a pris la décision de partir en caravane, à cheval, et nous les avons accompagnés jusqu'à Nomel. C'était en montant sur le col de Kilik. Qui faisait le passage avec la Chine. Robert Conté, vous étiez mécanicien dans le groupe Chine. Vous êtes donc parti de Pékin. On est parti de Tianjin le 6 avril 1931. Et là, vous avez pris la route plein ouest. Nous avons contourné Pékin, si vous voulez, par le nord, jusqu'à la Grande Muraille. Et après, c'est la piste. Après c'est la piste, oui, c'est la piste. La mauvaise route, c'est ça. Et à partir de là, vous avez entamé la traversée du désert de Gobi. Ça représente quelle distance? Ça représente à peu près 2000 kilomètres. 2000 kilomètres qui se sont passés toujours à marche forcée. Et c'est dans la passe de Toksun, ici, à la frontière de la Chine et de l'Inde, que le groupe Chine et le groupe Pamir se sont rejoints. La rencontre, si vous voulez, de Hart et de Victor Point, du commandant du groupe Chine, s'est faite juste dans la passe de Toksun. C'est une passe qui était très connue quand même, puisque Marco Polo était passé par cette voie-là. Alors donc ils sont remontés donc jusqu'à Urumqi pour le retour. Pour pouvoir revenir à Pékin. Pour revenir le retour sur Pékin, puisque tous nos passeports étaient confisqués. Ici, dans le désert de Gobi, vous rentrez vers Pékin. Oui. Les voitures ont été spécialement aménagées pour résister au froid cette fois. Oui, puisque ces voitures donc étaient prévues pour la chaleur, il a fallu les aménager, protéger les radiateurs du gel et en même temps faire le nécessaire pour chauffer les cabines. Nous sommes partis avec la neige, mettons aux environs de 0 degré, et plus on avançait en hiver, à ce moment-là, plus la température a commencé à baisser. Nous n'avions pas d'antigel, ce qui nous a obligés à laisser tourner les moteurs continuellement et avoir un service de garde, si vous voulez, pour réchauffer, pour maintenir les températures de toutes les voitures.
On ne les laissait pas refroidir. Qu'est-ce que c'est cet arbre sur la remorque? Chaque fois que l'on passait le long d'une piste chamalière où il y avait certains arbres, s'il y avait du bois mort, il était ramassé par nos cuisiniers chinois pour pouvoir chauffer le thé ou quelque chose de chaud. Rien n'était perdu, tout était ramassé. Est-ce que vous rencontriez souvent des puits? On a trouvé quelques-uns, mais il fallait compter entre 150 et 200 kilomètres pour trouver un puits. Il fallait casser la glace, il y avait autour, parce que ce sont des puits quand même qui sont assez profonds. Je crois que la moyenne est de 25 et 30 mètres. Alors donc nous avions de l'eau, ce qui était nécessaire, si vous voulez, pour la boisson et la nourriture. Nous avons fait des étapes à ce moment-là pour prendre du ravitaillement qui étaient déposées dans les congrégations catholiques. Les villes étaient complètement hostiles, il y avait cette guerre civile qui pouvait exister déjà entre musulmans et bouddhistes, si vous voulez. Nous étions prévenus que nous rentrions dans une zone de brigandage et nous avons été attaqués par une bande de pillards. Le 12 février 1932, c'est une date mémorable. Oui, pour nous, parce que c'était la fin d'un cauchemar. On arrivait quand même dans la civilisation, si on peut dire. Et pour nous, c'était la fin du désert. C'est ça, vous étiez arrivé à Pékin. On est arrivé à Pékin, c'était notre but. Et la croisière jaune était terminée. Oui, c'est-à-dire, faut dire une chose, c'est que le Gobi était traversé. C'était un désert de plus qui s'ajoutait après les déserts d'Afrique. Et puis alors, un essai presque réussi dans l'Himalaya. Est-ce que, à l'heure actuelle, une expédition de ce genre pourrait être envisageable et se refaire? Je n'en verrai pas l'utilité maintenant. Un désert n'est plus un désert maintenant. Il y a une liaison Urumqi-Pékin par autoroute, voie ferrée, et puis maintenant voie aérienne, bien sûr. La croisière jaune restera quand même un des grands souvenirs de votre vie. Oh, bien sûr, ça c'est des choses qu'on n'oublie jamais. Et on ne peut pas les oublier. Pour recommencer maintenant, ce serait difficile. C'était La croisière jaune sur les traces de Marco Polo, émission réalisée avec le concours des archives de la société Citroën et avec la participation de André Cessillon et Robert Conté. Collaboration technique, André Barthes, Christian Axpil.